Je ne supporte pas les gens qui réprimandent le grognement. Comment ton chien il va te prévenir après? C'est une information qu'il faut prendre en compte, qu'il faut respecter avant que le chien morde. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur l'écho du cratère, la chaîne YouTube de Fusion Communication. Je suis aujourd'hui sur la commune de Laussonne, en Haute-Loire, et je vais retrouver quelqu'un qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir sur cette chaîne, la toute première, d'ailleurs, qui avait fait son podcast, Caroline, fondatrice de Pile Poil Éducation. Elle est éducatrice canin et elle a un certain nombre de nouveaux messages à nous transmettre et notamment de la sensibilisation. N'oubliez pas l'abonnement, ça prend une demi-seconde, c'est très rapide et c'est gratuit. Le petit pouce de soutien si vous appréciez le contenu de ces vidéos, le partage pour faire connaître au maximum le projet. N'oubliez pas que non seulement ça soutient Fusion Communication, mais également et surtout, et c'est le plus important, les entrepreneuses et entrepreneurs que je suis amené à recevoir sur cette chaîne. Je vous invite à me suivre, on la retrouve tout de suite. Bonjour Caroline, on s'était déjà rencontrés il y a maintenant 1 an. Tu avais fait appel à Fusion Communication pour enregistrer ton premier podcast, puisqu'aujourd'hui nous allons donc faire le deuxième. Donc écoute, très heureux de te retrouver. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu refaire appel à Fusion Communication pour enregistrer le podcast sur l'écho du cratère? Eh ben, écoute, j'ai eu tellement de bons retours sur le premier podcast qu'on a fait que je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire un second, puisque j'ai eu énormément de questions. Et je me suis dit que c'était l'occasion de refaire un podcast sur la chaîne Écho du cratère pour pouvoir répondre au maximum de questions qui m'ont été posées, puisque je réponds pas forcément toujours en individuel, j'essaye, mais je me dis que le podcast, c'était vraiment la meilleure solution pour répondre à toutes les questions que j'avais. Très bonne astuce. Je recommande vivement si vous avez des FAQ, c'est l'occasion au cours d'un podcast finalement, parce que c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un peu ça, ouais. On va orienter sur une foire aux questions, des questions qui te sont régulièrement posées par les gens que tu accompagnes dans ton éducation canine. Ouais. Puisqu'on rappelle que on peut rappeler que ta profession, tu es éducateur canin. Comportementaliste. Et comportementaliste, les deux. Et que tu exerces en Haute-Loire. On est donc sur la commune de Laussonne actuellement. Et donc tu exerces dans ce secteur-là géographiquement. C'est ça, la Haute-Loire et l'Ardèche un petit peu. L'Ardèche un petit peu maintenant, ouais, d'accord. Ça c'est parce qu'à l'époque, je crois qu'on n'y était pas encore allé. Je pouvais, mais là j'y vais de plus en plus. Là, tu as eu des touches, d'accord. Aujourd'hui, ton planning, il est bien rempli. Comment ça se passe depuis 1 an à peu près? Comment va Pile Poil depuis 1 an? Eh ben, ça fait que monter, ce qui fait que du coup j'ai dû faire des choix. J'ai dû diminuer le nombre de gardes à domicile. D'accord. Puisque je privilégie l'éducation, puisque j'ai plus de demandes d'éducation, donc j'en suis à peu près à 3 semaines de délai pour les rendez-vous d'éducation. Donc c'est génial. C'est super. Et c'est ce que je voulais faire. Donc, c'est bien, donc Pile Poil décolle, aurait tendance donc à décoller. Et vraiment dans ce que je veux surtout. Oui, voilà, dans ce que tu visais initialement. Maximum. Après les pet-sitting, je les garde, mais l'éducation étant vraiment le cœur de mon travail, je suis trop contente. D'accord. Ça marche trop bien. Écoute, tant mieux. Voilà. Je vous rappelle, vous avez l'habitude, en description et en commentaire épinglé, je vous mets un lien vers tous ces réseaux si vous avez des questions à lui poser ou des demandes. Pour l'instant, tu n'interviens pas sur Lyon. On rappelle que notre agence est basée à Lyon. Oui. Mais voilà, si des gens de Haute-Loire et alentour voient ce podcast, tout est en description. Et également le site internet où vous avez un certain nombre de réponses à vos questionnements potentiels. N'hésitez pas aussi à la contacter. Aujourd'hui, tu voulais donc nous orienter sur un peu de prévention et notamment sur la réactivité du chien, c'est ça? C'est ça. Concrètement, de quoi s'agit-il déjà? Alors, la réactivité, c'est pas forcément de l'agressivité. La réactivité chez le chien, c'est une émotion qui prend le dessus. C'est-à-dire que le chien, il arrive dans un contexte et là, ça part dans tous les sens, ça part en vrille. Que ce soit une émotion qui soit positive ou une émotion négative. Je voudrais un petit peu axer sur la réactivité un peu négative parce que c'est important et qu'il y a beaucoup d'erreurs commises et surtout, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. D'accord. Mais la réactivité, c'est une émotion qui déborde, mais vraiment puissance 1000. D'accord. Le chien, il pète une pile. D'accord. Mais pas forcément une réaction négative. Ça peut être une réaction un peu euphorique aussi. C'est une émotion qui prend le dessus, mais à un point disproportionné. Tu as été confronté, toi, en intervention aussi à des choses comme ça. On en parlera certainement au cours du podcast. À quel moment tu te rends compte qu'un chien nous dit qu'il est mal à l'aise, que quelque chose ne va pas?
Alors peut-être que nous, on va savoir, on va se dire que tout va bien, on va pas se méfier, mais peut-être que lui, il nous envoie un signal d'alerte. Complètement, ça c'est une erreur qui est classique. Le chien, pour communiquer, il utilise son corps. Moi, quand j'ai envie de dire à quelqu'un un truc pas cool ou un truc, quelque chose que je ressens, je vais le verbaliser, je vais le dire. Le chien, il le verbalise d'une autre façon. Il le verbalise avec des signaux d'apaisement. Donc c'est son corps qui bouge. Donc ça peut être la queue, le port de la queue qui bouge, se lécher les babines, bâiller, les oreilles qui s'aplatissent ou qui se dressent à l'inverse, qui s'orientent. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc le chien va communiquer avec son corps et l'erreur la plus commune, c'est de penser qu'un chien qui remue la queue est toujours content, par exemple. D'accord. Pas fondamentalement. Pas fondamentalement. Moi, j'ai vu dans des cas concrets des chiens qui remuaient la queue avant une rencontre avec un congénère ou avec un humain alors qu'ils n'étaient pas à l'aise ni avec l'humain ni avec les chiens. Et le chien remuait la queue pour se dire « Ok, j'essaye de descendre, j'essaye de baisser en tension, mais finalement, j'y arrive pas. L'émotion prend après le dessus et du coup, voilà, on a une mauvaise lecture parfois et j'ai eu des mauvaises lectures de certains chiens, parfois. Parce que justement, tu parlais des balades, justement, et que des fois, quand on se promène en forêt ou sur un chemin, surtout dans des régions comme celle-ci, même en ville, j'imagine, probablement, tu peux tout à fait croiser un chien. Quelle est l'erreur la plus courante que peuvent faire les propriétaires lorsqu'ils sont en balade et quand ils rencontrent un autre chien au cours d'une promenade? Alors, tout dépend du chien, d'accord? Si on a un chien dont la réactivité est connue, on sait que le chien, il n'est pas du tout OK chien, Quand tu dis, pour que ça soit bien clair, quand tu dis OK chien, ça veut dire sa réactivité par rapport congénère, aux autres chiens. S'il est OK chien, ça veut dire qu'il peut passer croiser un chien, il n'y a pas de problème. D'accord. OK chien, ça veut dire il est OK humain, OK chien, il n'y a pas de problème. Donc une sociabilité qui est OK. Voilà, une sociabilité qui est correcte et qui passe. Okay. Mais l'erreur que la plupart des gens font, et notamment je pense aux gens qui ont des chiots, il y a beaucoup de gens qui font ça, ils évitent les gens. Ils voient quelqu'un au loin avec un chien qui arrive, attaché ou pas attaché, les gens ont ce réflexe de faire demi-tour. Pour éviter tout problème. Pour éviter tout contact. Et je pense que ça, c'est une grosse erreur, surtout quand on a un chiot. Et encore une fois, si le chien qui arrive en face, il est OK, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Comment tu le vois, ça, que le chien que tu vas croiser, Déjà, tu vas le voir tout de suite à l'attitude du propriétaire. S'il est tendu, s'il le retient... si le propriétaire il commence à ramener son chien, que le propriétaire il commence à s'éloigner, à changer de rue, ça veut dire que le propriétaire d'en face ne veut pas de rencontre avec son chien pour X ou Y raison qui lui appartiennent, ça ne nous appartient pas. Par contre, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui avance tranquillement et sereinement avec son chien, que le chien il est tranquille, il a vu ton chien, il n'a pas bougé et quoi que ce soit, on y va. Ça veut peut-être aussi dire que ce propriétaire-là a su gérer entre guillemets, l'éducation de son chien pour qu'il sache se comporter ou rien avoir? Alors, qu'il a su gérer l'éducation, mais qu'il connaît son chien. Et en fait, c'est fondamental. En fait, le gros problème, et ça, moi, je le vis tous les jours, tu balades ton chien et tu as des gens qui disent « Ouais, non, il est OK ». Puis alors, les deux chiens arrivent et se rencontrent et c'est baston, il y a zéro rappel en face. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne gestion de l'éducation. Je crois juste que le propriétaire en face, quand il connaît bien son chien, il connaît les situations dans lesquelles son chien peut réagir, le propriétaire, il va se dire « Bon, là, je peux pas. En plus, il y a un bébé qui arrive en face. C'est par exemple un enfant qui tient le chien, je vais éviter une rencontre. » Voilà, ça c'est plus de la réflexion, une réaction intelligente par rapport à une rencontre. Voilà. D'accord. Mais globalement, voilà, l'erreur que les gens font le plus, c'est d'éviter toute rencontre. D'accord. Quand son chien, on sait qu'il est OK et qu'on a un bébé, notamment un bébé, et qu'on évite les rencontres, c'est un gros problème, ça. Parce qu'après, du coup, c'est des chiens qui n'ont plus l'habitude. D'accord. Ils voient un chien, ils sont comme des dingues. Et c'est là qu'intervient la réactivité, c'est-à-dire une réactivité où le chien il va être hyper excité de voir un chien, pas pour le mordre, pas pour l'attaquer, pas pour quoi que ce soit, mais parce que c'est nouveau. D'accord. Donc il va être dans une émotion débordante et il ne saura pas se gérer. Et le maître n'arrivera pas à le gérer s'il n'a pas les bons tips pour gérer son chien. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Ouais, donc il faut les bons outils. Toi, ton métier, c'est de les donner, justement. C'est de guider les gens, Voilà, c'est donner les astuces, les bons comportements à adopter
que ça soit donc avec l'animal directement, et notamment dans des situations réelles, c'est-à-dire en promenade et avec d'autres congénères. C'est ça. Et même la réactivité par rapport à des humains, parce qu'on parlait de la réactivité entre chiens, plus ou moins, là, d'après ce que tu expliquais. Est-ce qu'il y a des chiens qui, par exemple, peuvent faire preuve d'une réactivité particulière par rapport à d'autres humains? Par exemple, ils ne valident que leur maître à eux et qui ont des difficultés. Oui, ça peut arriver. Ça, c'est dangereux même, C'est dangereux, c'est toujours pareil. Les gens qui ont un chien qui est réactif humain, mais réactif vraiment dans le mauvais bord, hein, vraiment. Il pourrait mordre, il pourrait pincer, il pourrait être un peu virulent. C'est des gens intelligents qui se disent, bon, bah là, il y a des humains, je ne vais pas emmener mon chien. Enfin, je veux dire, c'est comme si quelqu'un qui avait un chien réactif humain emmenait son chien pendant les festivités du roi de l'oiseau au Puy-en-Velay. Voilà, ça serait complètement... Ouais, t'en avais parlé dans le premier podcast, notamment par rapport au fait d'emmener son chien à un feu d'artifice, par exemple, ça va générer des stress. Ça peut générer du stress, et puis tu peux avoir un chien pendant un feu d'artifice, alors souvent ils s'en vont, et souvent il y a beaucoup de chiens perdus, mais tu as des chiens qui font ce qu'on appelle la morsure redirigée, c'est-à-dire qu'ils sont dans un tel état de stress qu'ils retournent la morsure contre toi, alors que c'était pas du tout dirigé contre toi. Pas sur un mec à côté. Ou sur un mec qui passe, et du coup, le chien, il est dans un tel état de stress émotionnel que il faut qu'il décharge sur quelque chose, tu vois. Donc oui. Tout à l'heure, tu parlais du chiot, justement, que ça commençait dès le plus petit âge du chien, finalement. Si un auditeur qui nous écoute aujourd'hui accueille un chiot à la maison, quel est le premier conseil que tu lui donnerais? Le premier conseil ou l'un des premiers conseils que tu pourrais lui donner? Alors, il y en a beaucoup, mais déjà c'est... Le majeur, le premier. Socia. On sort, on montre des choses, on fait découvrir, on laisse le chiot sentir, on laisse le chiot aller voir des chiens ou des humains, se sociabiliser avec son environnement, avec des humains, avec des chiens adultes, des chiots, mais voir un maximum de choses, désensibiliser à la voiture, désensibiliser aux cyclistes, aux joggeurs, désensibiliser à l'environnement. Ah ouais, parce que quand t'es jogger, on a des fois vu des images. J'avais vu des images à titre personnel d'un mec en montagne qui courait et qui justement croisait des patous et tout ça. Non, mais attends, justement, je te lance là-dessus parce que j'avais vu ça et il protégeait vraisemblablement un troupeau ou leur territoire. Et le mec qui courait sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, disait... alors, le titre de la vidéo, c'était « Il m'attaque », mais en fait, non, ils protègent leur territoire, c'est ça? Ouais, en fait... Attends, le contexte du patou, c'est très très différent. Il faut démystifier la chose. Les patous font leur travail à partir du moment où leur travail est respecté. C'est-à-dire que l'humain se comporte intelligemment à l'approche d'un troupeau où il y a des patous ou des kangals, peu importe. Mais c'est pas qu'il faut pas y aller. Si le chemin passe à travers, tu y passes. Ah oui, donc voilà, les chemins de randonnée sont pas fermés dans les Pyrénées. Ça veut dire qu'on peut y aller. À partir du moment où on respecte, c'est pas faute de mettre des panneaux quand même, pour indiquer quel est le comportement à avoir face aux patous. Tu penses que les propriétaires de ces chiens qui les font garder les troupeaux mettent un panneau sur le chemin? En fait, dans les Pyrénées, les éleveurs ont mis des panneaux pour la conduite à tenir face à un patou. Le patou, il fait son travail de protection, c'est-à-dire que instinctivement, il va charger pour dire « attention, ok, je te regarde pas, je te parle, je te montre que tout va bien. » Donc tu ne le regardes pas. Dans un cas comme ça, tu ne regardes pas l'animal. On ne se met pas de front face au chien, mais ça dans n'importe quelle situation. Un chien agressif, on ne se met jamais de face. Justement, il y a une légende urbaine qui consiste parfois à dire qu'il faut faire face. Ah bah non, faut pas faire face. Mais tu tournes le dos quand même pour autant? Non, tu tournes pas le dos, tu te mets... le chien, il est comme ça, je me mets de profil pour lui faire comprendre que je suis ok. Après, tu as des chiens avec qui ça fait pas cette technique. Oui, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte, non. Il faut vraiment prendre ce que je dis avec des pincettes. En revanche, le patou, et puis moi j'en ai un de patou, donc je sais ce que c'est. Il n'est pas élevé au troupeau, mais quand même, instinctivement, c'est génétique, quand même. La protection du territoire, c'est... Voilà, donc face à un patou... Donc il faut dire ce qui est, je m'excuse, je te coupe, mais il faut dire ce qui est, c'est quand même en plus... on parlait des joggers, justement, par rapport justement aux méthodes que tu donnais tout de suite dès l'âge du chiot, finalement. C'est quand même un chien imposant. Donc c'est vrai que quand tu as un animal de cette taille qui arrive sur toi, c'est vrai que sur début, tu sais, voilà, tu sais peut-être pas comment réagir. C'est dissuasif. Parce que c'est gros quand même. Par rapport au loup. Oui, c'est gros, ça fait au moins 60-70 kilos. T'en as des un peu plus gros, mais globalement, c'est des chiens qui font juste leur travail. À partir du moment où je pense qu'on a une bonne lecture du chien et qu'on respecte ce que nous dit le chien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. D'accord? La majorité, pour revenir sur le cas des patous, là je sens que ça ne va pas plaire, mais la majorité des patous qui ont attaqué ou qui ont pu mordre, moi j'ai aussi vu des vidéos sur les réseaux de gens qui stimulent vachement le chien.
ou qui ont des grands gestes brusques, Moi, j'ai vu un motard descendre sur sa moto, il a donné un coup de pied au patou. Bah, tu m'étonnes que le chien y morde. C'est une attaque comme une autre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une lecture du chien. Ouais, il y a une lecture du chien à avoir. Le patou, c'est vraiment un cas concret. Ils sont vraiment là pour faire leur travail et il faut respecter ça. Un chien, dans le quotidien, un chien, on respecte les codes qu'il nous envoie et on y va tranquillement. Donc en gros, le conseil chiot, tu le sociabilises à mort avec On le tout. sociabilise à fond. Et effectivement, cyclistes, joggeurs, marcheurs, humains et autres congénères. Et il faut prendre en compte la race qui joue beaucoup. Parce que moi, j'ai eu plein de border collie. Alors, cas concret, par exemple, si je te balance quelqu'un qui a un chihuahua, par exemple. Chihuahua, petit chien, voilà, un petit peu... non, c'est peut-être pas du tout le même système d'éducation que pour un border collie. Non, pas spécialement. Mais justement, les border collie, j'en ai eu beaucoup en éducation. Même si tu les éduques bien, ils ont ce côté où il faut troupeauter, il faut poursuivre, il faut courir après. Donc, c'est génétique, ça. D'accord. Même en les éduquant bien, ils comprennent. Hein. En plus, les border collie, c'est des chiens mais d'une intelligence incroyable. Donc, ils comprennent bien. Mais ils ont ça en eux. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, tu vois. D'accord. Donc, ça se travaille, mais il faut les désensibiliser au maximum, les faire tout voir. Tout voir. Et quand ça bloque sur un truc, parce que des fois ça peut bloquer pour un chiot, c'est-à-dire il a peur, je sais pas, j'avais un chiot qui avait peur des toiles au-dessus des magasins, tu sais les... Ah oui, les storban. Les storban, il avait peur des storban. Et ben ok, t'as peur des storban, donc on va démystifier ça parce que c'est quand même, il y en a quand même beaucoup en ville des fois, donc on est passé à côté, devant, dessous. Dessous, tu pouvais pas, c'est pas grave, on repasse devant. Et en fait, dès qu'il y avait du vent, le starban bougeait, le chien avait peur. On a démystifié le truc, c'est un chien qui maintenant, passe dessous sans problème. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand il y a des peurs qui bloquent, c'est là qu'il faut travailler, c'est là que ça bloque. Donc, dans le respect du chien, parce que c'est ça aussi, il faut respecter le chien. Il a peur, je vais pas le forcer à passer sous le storban. Ouais. Je vais attendre, je vais dire, ok, je comprends, c'est ça, j'ai identifié la cause, je travaille cette cause du mieux possible. Si tu es d'accord, je vais te proposer un petit jeu. Ouais. Où tu vas me répondre. Le but, c'est que tu me répondes le plus spontanément possible par vrai ou par faux. Ok. Tu peux argumenter tes réponses de manière courte. C'est-à-dire, si tu as une réponse un peu touchy, tu peux te justifier. Okay. Et le but, c'est vraiment du tac au tac. Allez, c'est parti. Un chien catégorisé l'est parce qu'il est forcément méchant. Faux. Je ne laisse pas mes enfants de 2 et 3 ans seuls avec le chien. Tout peut se passer. Vrai. Mon chien n'a jamais mordu personne, ça risque pas d'arriver. Faux. Alors ça, c'est archi faux. Ça peut arriver, il faut respecter le chien, encore une fois. J'ai un bulldog français, trop d'activité, c'est pas bon pour lui. Vrai, c'est leur morphologie qui fait ça. Développe un peu, c'est intéressant ça. Au niveau de... En fait, ils ont... Difficulté respiratoire, des fois ils font un bruit un peu. Difficulté respiratoire, en fait, ils ont... Donc, j'ai pas le nom exact. Ils ont le nez aplati et donc ça engendre des problèmes respiratoires importants. Donc pas trop de les stimuler avec des activités folles. Bulldog français, bulldog anglais, problème respiratoire, donc on fait attention à l'activité, bien évidemment, qui ne peuvent pas supporter ce que fait un malinois ou un border. D'accord. Mon chien a déjà 7 ans. Je peux plus rien faire. Faux. Par contre, au-delà d'un certain âge, effectivement, un patou à 13 ans, je ne le ferai pas travailler. En été, il faut éviter de sortir son chien aux heures les plus chaudes et sur de bitume. Vrai. Lorsqu'il y a un autre chien, je porte le mien, donc il ne risque rien. Faux. Archi faux. C'est pire. C'est pire. C'est pire. Ça génère du stress. Tu portes le chien, l'autre chien qui est au sol, a priori, il y a de fortes chances qu'il saute pour avoir le chien. Du coup, ça... Mon Dieu, cocktail Molotov. Avec des chaleurs comme on a actuellement, donner de l'eau régulièrement à mon chien n'est pas une option. Vrai, donc, tout le temps, à volonté, tout le temps. Eau fraîche ne veut pas dire glacée, hein. Eau fraîche et eau propre. Mon chien s'est fait attaquer. J'évite toute relation avec ses congénères. Faux. Mais il faut travailler, il faut se faire aider. Il faut se faire accompagner par quelqu'un, mais un éducateur, un comportementaliste, mais il faut remettre dans le bain rapidement, sinon ça s'ancre sur le long terme. Ouais, d'accord. La muselière est une méthode coercitive. Faux. C'est une méthode de protection et de sécurité. Les gros chiens sont forcément plus agressifs que les petits. Faux. T'es tombé sur des petits chiens teigneux, toi. Oh, ouais. Nous allons y venir. Justement, on parlait des chiens, potentiellement dangereux. Est-ce qu'un chien qui grogne manifeste fondamentalement un message dangereux, un message de prudence? Alors, oui, prudence. Grognement égale attention. Alors, attends, parce que... Attends, faut différencier le grognement dans le jeu, où le chien grogne parce qu'il est hyper excité,
les chiots souvent, ou même les chiens adultes d'ailleurs, le grognement du jeu, c'est ok. Le grognement, dans certaines situations, on l'écoute. Je ne supporte pas les gens qui réprimandent le grognement. Comment ton chien il va te prévenir après? Oui, c'est sûr que s'il ne grogne pas, il Le n'y a pas moyen. grognement, c'est une étape. D'information. C'est une information qu'il faut prendre en compte, qu'il faut respecter avant que le chien morde. Le grognement, dans certains cas, ok, t'es pas content, je l'entends, je vais essayer de comprendre aussi pourquoi, mais je vais pas te forcer. Tu sais, il y a plein de gamins qui se sont fait mordre parce que je suis sûre que les chiens se faisaient par les gosses. Enfin, moi, je vois bien avec mes enfants, je fais de la prévention Les tous chiens, les jours. ils se faisaient embêter par les enfants? Bah oui. D'accord. Et moi, mon chien se fait embêter par mes enfants. J'explique à mes enfants. Je leur ai expliqué, attention, hein. Et à un moment donné, Floki communique avec son corps, tu sais, il commence à baisser les oreilles, il change de place. Les enfants, ils maîtrisent moins, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est normal. Enfin, moi, mes enfants sont en bas âge. J'estime qu'un enfant de 10 ans, par contre, est beaucoup plus responsable et doit être très, très au fait des choses qui peuvent se passer. Et mes enfants, je leur dis, attention. Et Floki, il y a eu une fois où je crois qu'il a fait un petit grognement, genre, attention, là, je sature, j'ai pris mes enfants. Comment t'as fait? T'as tout de suite J'ai pris mes enfants, je leur ai dit, vous attendez là, j'ai sorti mon chien pour qu'il décompresse. C'est le premier truc qu'il a fait, c'est décompresser. Donc tu isoles l'animal un temps. C'était parce que la méthode, ça serait intéressant qu'on l'ait justement. Alors moi j'ai isolé. Là j'ai isolé mon chien, je l'ai foutu dehors pour qu'il soit tranquille et qu'il puisse décompresser tranquillement. Et mes enfants, je leur ai expliqué. Après, il est compliqué d'expliquer à des enfants parce qu'à l'époque ils avaient 2 et 4 ans, donc c'est quand même petit pour comprendre. Et là il faut expliquer. Donc tu te doutes bien que la petite de 2 ans. C'est comme si j'avais rien dit. Le grand de 4 ans a mieux compris. Il est d'ailleurs plus dans le respect maintenant. Il fait attention. Il ne tire plus la queue, des machins comme ça. Non. Et ils sont dans le respect de l'animal, mais tu as beaucoup de chiens qui émettent beaucoup de signaux avant morsure, quand même. Alors justement, tu parles des signaux qu'un chien peut transmettre ou envoyer à quelqu'un avant morsure. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu as un chien où tu t'es dit, entre guillemets, je peux rien en faire, quoi. Je suis face à un mur. Un chien qui peut-être t'envoyait justement ces fameux signaux, ou pas d'ailleurs, qui était juste ingérable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et comment t'as géré ça? Et qu'est-ce qui a fait que peut-être tu aurais pu prendre cette décision de dire, bon, mais là, désolé, mais là, je peux plus rien y faire, quoi. Alors, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois, sachant que des fois, on ne peut pas sauver tous les chiens. Moi, j'ai commencé à me le dire, il y a des fois, on ne peut pas sauver tout le monde. C'est pas possible. Déjà parce que dans la rééducation, ou dans l'éducation, alors surtout dans la rééducation, moi, j'éduque pas le chien, en fait. C'est au propriétaire de le faire. D'accord. C'est important. Toi, tu donnes des clés. Moi, je donne les clés, j'aide, j'accompagne jusqu'au bout, je réponds entre les séances, on m'appelle, je réponds, j'envoie des vidéos pour expliquer le travail, etc. C'est bien quand ça commence à bloquer sur quelque chose. Mais je ne veux pas que le chien m'obéisse à moi. C'est pas le but. Ah bah non, faut qu'il... S'il n'y a pas de travail entre les séances, ça marchera pas. Donc, en soi, je peux pas sauver tout le monde. J'en ai pris mon parti. D'accord. Okay, et dans ce cas-là, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce chien, c'était très différent. Donc, pour en revenir au vrai-faux, c'est un petit chien, moi, qui m'a attaqué. Rikiki. C'est un petit chien. C'est un Jack Russell qui m'a mordu. Ouais, donc c'est assez vif de réputation, je sais. Ce chien, j'avais tous les paramètres. Je savais qu'il était mordeur, je savais qu'il était, complètement psy. Complètement, il avait des tocs, il avait... C'était un vieux chien? Il avait 10 ans. Pour un Jack, donc ça commence un... Mais c'est pas irrécupérable. Un chien à 10 ans, Jack Russell... C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Ouais, un grand chien, une grande race, comme un patou par exemple, ou un bouvier bernois. À 13 ans, je lui fous la paix. À 10 ans, un Jack Russell, je pense que c'est possible, que ça sera long. Avec la méthode que j'utilise, ça va être long par contre, puisque j'utilise aucune méthode où je vais forcer le chien, je vais attendre, je vais être patiente. Voilà, ce chien, j'avais toutes les infos. Et donc pour le contexte, c'est un chien qui sortait jamais, qui sortait 10 minutes par jour, il était promené en laisse dans la maison, donc tu avais quand même tout un contexte. Il s'était fait attaquer il y a 6 ans, donc quand il avait 4 ans. Donc pendant 6 ans, il y a eu 0 travail avec un chien qui est devenu complètement névrosé, à mordre tout à la maison, les gens, ses propriétaires aussi, ils mordaient. Bref, dans le contexte, je me dis, dedans ça fait pas, on va aller dehors. Dehors, le chien vachement plus calme. Plus il m'aboyait plus dessus, il montrait plus les dents, il n'a pas essayé de me bouffer dehors. Bon, je lui parle, je lui demande un assis, un coucher, il me le fait, je me dis c'est ok. Et là j'ai fait une erreur, mea culpa, une erreur de débutant. J'ai fait confiance à ce chien, pensant que ça serait ok. Je lui ai fait confiance alors qu'il était mordeur et j'ai tendu la friandise.
comme ça. Et le chien est venu renifler la friandise. Et là, j'ai rien vu venir. Mais rien, hein. Donc même toi, aguerri, t'as rien vu venir. J'ai rien vu venir, mais j'ai été bête. Je savais qu'il était mordeur. J'aurais dû lancer la friandise. Ah, t'as... Je suis partie du principe qu'il s'était calmé, que c'était OK, qu'il répondait bien à l'échange avec moi, que ça matchait bien dehors. Et j'ai fait cette erreur de faire confiance. C'est stupide. C'était une erreur de débutant, hein, clairement. Et j'ai tendu ma main. Il est venu renifler la friandise, qui était tenue par ce doigt, là. Une fraction de seconde, ça n'a pas prévenu. Hein. Il s'est déporté sur le côté, il m'a chopé le doigt. J'ai levé la main et il était suspendu à mon doigt. Voilà, là. Le chien était accroché. Accroché à mon doigt, il ne lâchait pas. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pas juste un pincement. Non, là, on est vraiment... là c'est même pas un pincement. Là, c'est un chien qui serrait et qui a gardé un souvenir de moi. Il a eu une volonté de te dire quelque chose là. Ah donc, oui, non, c'était Ou c'était juste un coup de folie, parce que tu m'as dit qu'il était un peu petit. Voilà, ce chien, pour information, il a un problème neurologique. Voilà. On ne peut pas le sauver, ce chien. Donc pour toi, voilà, là on est dans un cas où tu te dis c'est irrécupérable, je peux rien en tirer, quoi. Ouais, je l'ai dit aux gens. Hein. Tu l'as dit, ils ont compris. Alors quelle a été la réaction des gens, sincèrement, par rapport à cette situation? Ils le savaient. Donc ils ont compris que voilà. Moi, je leur ai dit que déjà, moi personnellement, avec le contact que j'avais eu, je ne travaillerais pas avec lui. D'accord, donc tu as mis ta barrière. J'ai dit, moi, j'arrête, je ne ferai pas. Donc c'était à une étude, hein, donc il est encore grand temps d'arrêter les choses. Je leur ai dit, je ne travaillerai pas avec vous. Il a fallu quand même que je me fasse soigner mon doigt, etc. Ils ont refusé de faire les visites obligatoires chez le vétérinaire. Ah, ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils ont le droit de refuser ou pas? Officiellement? Bah, officiellement non, officieusement oui. Ils auraient dû faire la visite, mais je sais très bien pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et je le comprends sans le comprendre, parce que, en l'occurrence, ce chien, cette situation de ce chien, il est dangereux pour la société. D'accord, donc tu veux dire que s'ils avaient fait cette démarche-là, ça aurait peut-être été nécessaire d'euthanasier l'animal, c'est ça? Mais en fait, c'est pas que ça aurait été nécessaire, c'est que les vétérinaires l'auraient classé en fait, en catégorie 5. Et donc, c'est l'euthanasie du chien parce que là, il est dangereux pour la société. Il n'est même pas dangereux que pour les autres gens ou d'autres chiens. Il est même dangereux pour ses maîtres. Les propriétaires avaient des morsures plein les bras. Non, c'est pas vrai. Si. Bah, si, c'est vrai. Et en fait, c'est un chien qui mordait des Donc même ses maîtres, alors? Ouais. Il avait une atteinte, une pathologie neurologique. Et donc, voilà, j'en avais un peu discuté avec les vétérinaires et ils m'avaient dit que ce chien avait un problème. Un vrai problème, et qu'ils ont tenté de voir avec la rééducation. Ça s'est mal fini avec moi par rapport à l'attaque. Les gens ont compris que je ne pourrais pas faire plus et que voilà, je leur ai dit, là on ne peut rien faire. Hein, D'accord. Voilà. C'est dur, hein, c'est dur, mais des fois, ce que je dis à certains clients, des fois les décisions les plus dures à prendre sont les plus sages pour le bien-être, pour son bien-être ou le bien-être du chien, en fait, dans certaines situations. Voilà. C'est compliqué. Mais là, en l'occurrence, il y avait une décision à prendre, mais bon, ils ne l'ont pas fait. Je ne sais même pas d'ailleurs s'ils l'ont fait. D'accord. Suite à cette expérience, est-ce que toi, derrière, pour continuer d'exercer ton métier, ça t'a marqué, on va dire, un peu au fer rouge pendant un certain temps ou... Alors, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre. Parce que ça peut être, la morsure du chien, ça peut faire peur, ça peut être traumatisant quand même. Alors oui, une morsure de chien, on n'est pas sur un pincement, on est sur vraiment un traumatisme. Là, il s'est accroché, quoi. Ouais, puis vraiment... Non, non, c'était un traumatisme. Je te jure, je suis ressortie de la séance... T'aurais pu avoir des problèmes ensuite d'articulation et tout. Alors, il faut savoir que j'arrive à récupérer la mobilité de mon doigt que maintenant. Non. Quand même. C'était quand cette anecdote-là? C'était en 2025 août 2025. Ouais, donc il y a un an, quoi, grosso modo. Et j'ai la gaine en fait du tendon qui est endommagée. Donc j'ai mis 8 mois à pouvoir resserrer correctement la main et tenir une laisse. Voilà. C'est embêtant pour ton métier quand même. Donc ça, la rééducation physique, c'est une chose. Je l'ai fait. J'ai vu qui je devais voir. Ça m'a beaucoup aidé, etc. Mais par contre, j'ai aucune gêne à le dire, mais j'ai été suivie pour régler le traumatisme. J'ai fait de l'hypnothérapie pour ça, et ça m'a vachement aidée parce que un mois après, j'ai été confrontée à un chien peureux, très peureux. Donc quasiment, bon, moins psycho, mais non, alors pas psy du tout. Dans un registre très craintif, peureux, quoi, très peureux, avec des risques. Comme tout chien qui a peur, voilà. Et ça a été l'occasion, et c'est grâce à ce chien que j'ai repris confiance. Néanmoins,
je n'ai pas repris les chiens agressifs humains à 100%, pas du tout même. Je les ai repris à 20%. D'accord. Voilà. Mais maintenant ça va quoi. En fait, quand je fais l'étude de comportement, en fait c'est mon étude qui me permet de... J'y vais à l'étude. L'étude de comportement, c'est l'étape préalable avant de démarrer un process d'accompagnement. C'est un bilan en fait, ça permet d'échanger avec les gens, de bien savoir ce qu'ils attendent de moi, ce qu'ils attendent de leur chien, qu'est-ce que leur chien est capable de leur donner. Et après, je teste un peu le chien pour voir à qui j'ai affaire, au profil psychologique du chien. Et justement, pendant ces études, quand on me dit, ben voilà, mon chien, il est mordeur humain, ok, j'y vais, il a la muselière quand je viens. S'il n'a pas la muselière, eh ben, on fera un contact à distance, etc. Enfin, on verra. Et en fait, c'est pendant l'étude que je vois si ça va le faire ou pas avec ce chien. Pour l'étude, alors c'est peut-être une question débile, mais pour l'étude, tu te rends physiquement chez les gens ou tu fais dans des cas comme ça des visios? Non. Faut que tu vois vraiment. Non, mais je pose la question. Parce que, non. Moi, je vais chez les gens. Tu fais jamais de visio, on est bien d'accord. La visio, je trouve que c'est pas. Bah, tu vois pas la chose. Ouais, oui. Non, puis, mais ça pourrait. Et puis d'un point de vue purement humain, moi, j'aime bien voir les gens. Ok, d'accord, très bien. En direct, voilà. Les chiens mordeurs humains, je les ai repris très peu parce qu'en fait, certains chiens me dégagent tellement de peur qu'en fait, je sais que ça marchera pas. Parce que si j'ai peur, le chien va le sentir et ça va faire un effet boule de neige et ça va être hyper délétère pour la rééducation du chien. Donc si moi j'ai peur, que je le sens pas, que le trauma est toujours là, parce qu'en fait, quand tu vois un chien qui peut mordre un humain, ça ravive un petit peu le trauma. Ça te le ravive. Alors, ça fait 1 an. Donc ça va mieux, ça va beaucoup mieux. J'en ai vu des chiens qui se mordent ou qui se battent entre eux, ça me fait pas d'effet quand ils se battent entre eux. D'accord. Mais un humain, ça ravive le truc et si ça me génère une angoisse, je me dis non. Et je les oriente par contre vers une collègue que je sais qui arrivera. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que si tu estimes qu'il y a quelqu'un qui est archi compétent... Si j'estime que moi, je ne pourrais pas le faire parce que c'est mon histoire personnelle, je donne un numéro d'une collègue qui, je sais, va y arriver parce qu'elle n'a pas ce trauma, parce qu'elle y arrivera très bien et qu'elle est digne de confiance. C'est bien, c'est pro. Ben, moi, je le fais, ouais. Je trouve que c'est normal. Je ne veux pas laisser, pour un chien où je sais que c'est récupérable, je ne veux pas les laisser tout seuls, les gens. Je leur dis, appelez un tel ou une telle, elle saura vous aider. Et cette personne, elle est tout à fait apte. Et en plus, elle est professionnelle. J'oriente vraiment vers des gens, je sais leur professionnalisme, c'est clair. Et en plus, je sais qu'il n'y a pas de trauma. Du coup, quand un chien réagit très fortement à un humain ou à un congénère, est-ce que c'est fondamentalement de l'agressivité ou il y a autre chose derrière? Il y a souvent autre chose derrière. Je connais aucun chien qui, par nature, est agressif. D'accord. Aucun. Comme tu nous l'avais dit dans le premier épisode, il n'y a pas de chien méchant. Ah non, il n'y a pas de chien méchant, il n'y a que ce que l'environnement, la découverte, l'éducation va générer en fait. Si effectivement, souvent le gros problème c'est là où tu le récupères, l'élevage, la ferme, peu importe. Mais j'ai récupéré plein de chiots comme ça, qui avaient rien vu. Mais rien vu de zéro. Tu veux dire des chiots qui ont grandi dans une pièce fermée, par exemple? Dans le noir, attaché, moi j'en ai vu ça. Donc ça, c'était des chiens qui sont hyper... alors franchement... Agressifs, du coup. Peureux et pour certains agressifs. Parce qu'il y a aussi le chien. Alors ça, c'est des chiens peureux. J'en avais parlé dans le précédent podcast. C'est un chien qui était hyper peureux. Mais franchement, je suis super contente des résultats avec ce chien. Il a réussi à se resociabiliser avec l'environnement, c'était génial. Et puis, tu as le chien qui, ça se passe bien, pendant les 6 premiers mois, les gens font bien les choses. Et puis après, tu sais pas, là, il y a le blackout complet. Le chien ne sort plus de 6 mois de son jardin ou de sa maison. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que les gens ont arrêté de... Ben oui, soit les gens ont arrêté, soit il y a eu une mésaventure et les gens arrêtent, soit il y a eu... Mais est-ce qu'ils t'appellent dans ce cas-là pour t'en parler de manière... Alors oui, la plupart m'appellent. Et il y a ceux qui ont attendu. Parce que pourquoi ça générait... j'ai déjà eu des gens, ça fait 3 ans qu'il est réactif. Du coup, on m'a quand même dit de faire appel à un comportementaliste éducateur. Ça fait 3 ans qu'il est réactif. Donc pendant 3 ans, vous avez fait quoi? Il est resté dans le jardin. Tu m'étonnes, le chien, du coup, quand il sort dans la rue, là, c'est de la réactivité. Il y a tout qui part dans tous les sens. Excitation, peur, agressivité, parce que le congénère là, qui est au bout de la rue, ça fait un moment qu'il l'entend aboyer, mais enfin, il le voit. Donc il n'a qu'une envie, c'est d'y aller, parce qu'il n'est pas du tout OK. Donc en fait, c'est ça. Il n'y a rien par nature. Il n'y a que ce qu'on en fait après. Bien sûr. Tu vois, moi, mon chien qui travaille avec moi, qui s'est fait mordre un paquet de fois, il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, j'ai dit à mes clients que moi j'avais peur que mon chien à un moment donné finisse par commencer à développer une certaine méfiance par rapport à certains chiens. D'accord. Tu vois, à un moment donné, c'est normal. Mais après, Floki, c'est pas le cas, mais il a appris à se défendre par contre. D'accord. Je suis contente. Il a mis 5 ans à apprendre à se défendre. 5 ans à apprendre. 5 ans à apprendre à se défendre, c'est fou quand même. Hein. Ouais.
Pourtant, quand même, quand tu le vois, ça te passerait l'envie de... Ouais, mais t'en as, ils ont peur de rien. Hein. Ah oui, oui. Ah les, ouais, les petits, des fois, les petits chiens, des fois. Ah non, c'est chiens, des fois, ils ont pas peur. non, plutôt les chiens qui sont réactifs congénères, qui sont agressifs congénères, qui n'y arrivent pas. D'accord. Ouais, d'accord. Toute taille. Hein. En guise de conclusion à ce podcast, d'ailleurs, encore une fois, merci de nous avoir renouvelé ta confiance à Fusion Communication. C'était un plaisir de te revoir 1 an après le podcast, mais en réalité, on rappelle que Pile Poil Éducation existe depuis 3 ans. 3 ans. 3 ans déjà, le temps passe vite, et ça fait 1 an qu'on t'avait enregistré, donc merci encore pour ta confiance que tu nous as renouvelée. Si tu avais un conseil que tu donnerais à n'importe quel propriétaire de chien, là, comme ça, spontanément, presque le conseil pour toi qui serait le plus crucial et le plus simple à appliquer rapidement et facilement. Par exemple. Il y en a tellement, mais soyez patient et calme. Calme dans n'importe quelle situation. On est calme, on est patient et on est assidu dans son travail. Le chien, c'est pas parce qu'on l'a fait, on a fait appel à un éducateur canin que ça y est, c'est bon. C'est réglé, c'est fini. On a fini les 10 séances ou les 5 séances, peu importe. C'est bon, le chien il est ok. Bah non, si tu travailles pas ton chien, c'est mort. Ouais, bien sûr. Et à fond de la socia, quoi. Ouais, donc c'était l'objet du thème d'aujourd'hui, c'était vraiment ça, l'entraîner. C'est hyper important. Et surtout, ayez confiance en votre chien et en vous. Mais de toute façon, si tu n'as pas confiance en toi, il doit le sentir aussi. Il faut avoir confiance en soi et confiance en son chien. C'est la clé d'une relation harmonieuse et équilibrée. Si tu as confiance en ton chien et que ton chien te fait confiance parce que tu es un pilier pour lui, ça doit matcher. D'accord. Mais moi, j'ai confiance. De toute façon, dans tous les binômes que j'accompagne, j'ai confiance en eux. Ouais. Bon, il y a de la satisfaction. En plus, on a vu, tu as des avis très positifs sur Google aussi. Donc, ouais, les gens sont contents. Vous pouvez lui faire confiance, les yeux fermés. Voilà. Je vous rappelle que je vous mets en description, en commentaire épinglé, les liens vers ses réseaux et son site internet. N'hésitez pas à la contacter ou à lui poser toutes vos questions. Et bien évidemment aussi, toujours dans le respect et la bienveillance, commentez sous cette vidéo au maximum et on vous répond toujours. Voilà. Et en général, d'ailleurs, quand je reçois un commentaire, je renvoie la personne que j'interroge pour y répondre directement, parce qu'évidemment, ce n'est pas mon métier. Voilà. En tout cas, merci Caroline pour ton temps. Merci à toi. On souhaite évidemment encore un bel et long avenir à Pile Poil Éducation. Puis tu le sais, on est à ta disposition si tu as de nouveaux messages à faire passer dans les années qui viennent. Ouais, et moi je remercie l'Écho du Cratère pour son professionnalisme parce que c'est la 2e fois et que ça match super bien. Je suis content que ça merci beaucoup et des très très bons retours. Il y a des bons retours. Il y a des très bons retours. Tant mieux. Tant mieux. Voilà. N'oubliez pas que ces formats sont faits pour vous. Donc si vous êtes entrepreneur, vous avez un message à faire passer, voilà, vous en avez un témoignage ici. N'hésitez pas, on est là pour vous répondre et vous donner la parole et de la visibilité. Merci Caroline. Merci à toi. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Et ben voilà, je vous remercie de nous avoir suivis pour ce podcast de Caroline de Pile Poil Éducation. J'espère que le contenu de ce podcast vous a intéressé. Avant de partir, n'oubliez pas très rapidement le petit pouce qui est complètement gratuit, ça référence la chaîne, ça nous soutient et ça booste vraiment les entrepreneuses et entrepreneurs que je reçois. L'abonnement qui est gratuit aussi, qui prend une demi-seconde. Vraiment, c'est très important pour contribuer au référencement de cette chaîne. Le partage. Moi, je vous dis à très très bientôt pour un prochain podcast sur l'Écho du Cratère. Bye bye.